Un riche homme d'affaires, pris de pitié, avait donné les clés d'une vieille maison à la campagne à une orpheline des rues. 6 mois plus tard, lorsqu'il revint, il resta figé sur place. Chers amis, avant de continuer, dites-moi d'où vous nous regardez et quel âge vous avez. Bonne écoute. Stop. Qui va là? L'ombre du gardien passa près du portail, et Johanna se plaqua contre le mur de briques, retenant son souffle. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait résonner dans tout l'orphelinat. Une seconde plus tard, le faisceau de la lampe torche effleura dangereusement ses jambes. J'ai dû rêver, marmonna le gardien en bâillant avant de retourner dans sa cabane. Johanna n'expira qu'une trentaine de secondes plus tard, quand la porte se referma derrière lui. La fine fillette de 12 ans, aux cheveux sombres attachés en une queue serrée, longea la clôture jusqu'à une ouverture que seuls les enfants connaissaient et qu'ils gardaient secrète. Une minuscule brèche entre 2 plaques de béton, élargie au fil des générations, menait tout droit vers la liberté. Elle se faufila dehors et se mit à courir sans se soucier du chemin. Son sac à dos frappait contre son dos à chaque pas. Toute sa vie tenait désormais dans ce vieux sac en tissu synthétique. La ville dormait. Seuls quelques réverbères éclairaient les rues désertes. L'air, encore lourd et collant après la pluie, rendait la respiration difficile, mais Johanna ne ralentissait pas. Cours, 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 résonnait dans sa tête. Elle ne se retourna qu'une seule fois pour voir le bâtiment jaune à la peinture écaillée disparaître au coin de la rue. L'orphelinat numéro 7. 5 années de cauchemar restaient derrière elle. Personne ne veut de vous, pas même vos parents. Cette phrase, la directrice, Madame Gonra, la répétait sans cesse lors des réunions collectives, surtout quand les enfants faisaient trop de bruit ou posaient des questions gênantes. Johanna se souvenait encore de la première fois qu'elle l'avait entendue, une douleur plus vive qu'une gifle. 5 ans. 5 longues années dans des couloirs glacés, avec des lits grinçants et des uniformes toujours trop grands ou trop petits. 5 ans à être appelé par un numéro au lieu de son prénom. 5 ans sans rien posséder, ni objet, ni temps, ni pensée. Les rues défilaient. Les immeubles laissaient place aux zones industrielles, aux entrepôts, aux garages. Johanna courait, haletante, non plus à cause de l'effort, mais des souvenirs qui l'étouffaient. Une seule image la réchauffait, celle de Madame Seto, la professeure de littérature, douce et attentionnée derrière ses lunettes démodées. C'était elle qui lui avait appris à tricoter, qui lui prêtait des livres hors programme, et parfois, en cachette de Madame Gonra, lui caressait la tête en murmurant « Ma petite fille ». « Pardonnez-moi, Madame Seto », souffla Johanna dans l'obscurité. « Mais je ne peux plus rester là-bas. » Tout s'était décidé la veille. La nouvelle, une petite de 9 ans nommée Ewa, pleurait dans les toilettes. Johanna l'avait trouvée recroquevillée, les yeux rouges. Elle a dit que je ne sortirai jamais d'ici, sanglotait Ewa. Que maman m'a oublié, que tout le monde m'oubliera. Qui t'a dit ça? Madame Gonra. Qui d'autre? Johanna l'avait serrée dans ses bras, sentant quelque chose se briser en elle. Elle ne pouvait plus rester témoin de cette cruauté. Elle ne pouvait pas attendre d'avoir 18 ans, d'ici là, il ne resterait plus rien d'elle. À bout de souffle, Johanna ralentit. L'aube pointait à l'horizon. Elle approchait de son but, la rivière Weser. Ce lieu n'était pas choisi au hasard. C'est ici, 5 ans plus tôt, que sa vie avait basculé. Ici qu'elle avait perdu sa mère. Et ici qu'elle voulait recommencer à vivre. Un vent frais venu de l'eau caressa son visage, la faisant frissonner. Elle déglutit. L'eau. Encore l'eau. Chaque fois qu'elle voyait une rivière, un lac, même une flaque, sa gorge se serrait. Une peur viscérale la paralysait. Elle se força à avancer. Dans sa poche, elle sentit le papier plié en 2. Elle ouvrit son sac et vérifia son maigre contenu, un morceau de pain enveloppé dans du papier journal, une bouteille d'eau, un pull chaud, une brosse à dents, quelques pièces de monnaie et un lapin. Un vieux lapin en peluche, avec une oreille arrachée. Le seul souvenir de sa vie d'avant. De sa mère. Johanna serra le jouet contre son visage et inspira. Elle croyait encore sentir le parfum de sa mère, floral, léger. En réalité, la peluche ne sentait plus que la poussière et le dortoir. Mais son imagination refusait d'abandonner cette illusion. La berge était déserte. Le sable, encore humide de la pluie, collait à ses chaussures. Johanna posa son sac et en sortit quelques vêtements volés dans la réserve, un vieux pull bleu et une casquette usée. Elle les disposa sur le sable, formant une silhouette. Puis elle posa à côté un mot, « Je suis partie rejoindre maman. Pardonnez-moi. » Son écriture tremblait, les lettres étaient inégales, mais cela rendait le message plus crédible. Elle recula de quelques pas pour observer le résultat. On aurait dit des vêtements abandonnés avant une noyade. Une mise en scène parfaite. Elle se souvint du cours d'éducation civique, la simulation de suicide, c'était puni par la loi. Johanna eut un sourire amer. Qui cela pouvait-il blesser? Personne, sauf elle-même. Et ça, ce n'était pas un crime. Elle avança de quelques pas vers l'eau, et soudain tout revint. Le clapotis paisible se transforma en vacarme, ses oreilles bourdonnèrent, et les images d'il y a 5 ans s'imposèrent à elle, nettes comme si c'était hier. « Maman, regarde, je suis une sirène. » La petite Johanna, âgée de 7 ans, barbotait sur un matelas gonflable, battant joyeusement des pieds. Le soleil doux faisait scintiller la rivière comme un miroir. Après la fête foraine, elle s'était arrêtée à la plage.
Sa mère avait dit qu'il fallait fêter un jour spécial. Johanna n'avait pas trop compris pourquoi, mais elle était heureuse de se baigner, heureuse de la voir sourire. Ces derniers temps, maman souriait rarement, elle passait son temps au téléphone, à parler d'argent et de dettes d'une voix tendue. Mais ce jour-là, tout semblait léger. Elles avaient mangé de la barbe à papa, fait des tours de manège, et sa mère lui avait offert un petit lapin en peluche. Johanna, ne va pas trop loin, cria Céline en replaçant ses cheveux blondis par le soleil. Tu sais bien que je ne sais pas nager. Je sais, je sais. Johanna se retourna sur le matelas, faisant semblant d'être une baleine. Puis, en une seconde, tout bascula. Le matelas pencha brusquement, et Johanna tomba à l'eau. Ses bras s'agitaient, ses pieds cherchaient le fond. L'eau s'engouffra dans sa bouche, dans son nez. Maman, hurla-t-elle. Un grand splash, Céline plongea, la saisit, la poussa vers le matelas. Monte, cria-t-elle, la voix brisée par la panique. Vite. Johanna s'accroche au matelas, se hisse dessus. Elle se retourne et voit sa mère emportée par le courant. Maman, attrape. Je vais t'aider. Reste là. Tu vas chavirer. Johanna se fige, incapable de bouger. Sa mère se débat dans l'eau, ses gestes deviennent de plus en plus lents. Elle ne sait pas nager, elle ne l'a jamais su. Elle a sauté sans réfléchir, juste pour sauver sa fille. À l'aide, crie Johanna. Aidez-nous. Les gens sur la berge se tournent, quelqu'un court vers l'eau. 2 hommes se jettent à la rivière, nagent vite, mais pas assez. Maman, tiens bon, hurle Johanna. Céline regarde sa fille, et dans ce regard il y a tant d'amour qu'aucun mot humain ne pourrait le contenir. Je t'aime, ma puce, dit-elle d'une voix presque calme. Sois forte. Et elle disparaît sous l'eau. Les hommes arrivent enfin. L'un pousse le matelas de Johanna vers le rivage, l'autre plonge pour chercher Céline. Mais le courant a déjà emporté son corps. Les secours n'arrivent qu'une demi-heure plus tard. On retrouve Céline le soir même, à plusieurs kilomètres en aval. Non. Johanna tombe à genoux près de l'eau, suffoquant de panique. Non, non, non. Elle serre les poings si fort que ses ongles s'enfoncent dans sa peau. Vivre. Elle doit vivre. Sa mère n'a pas donné sa vie pour que la sienne s'arrête ici. Sois forte, ces derniers mots résonnaient dans sa tête comme une cloche. Johanna se releva lentement. Essuya ses larmes du revers de la main. Elle prit son sac et s'éloigna de la rivière, en direction des buissons d'aulnes qui bordaient la route. Elle y attendrait l'aube. Puis elle partirait vers les villages. On disait qu'il n'y vivait plus que des personnes âgées. Il lui suffisait d'en trouver un où l'on accepterait une paire de bras en plus. Là, elle pourrait vivre difficilement, mais libre. Le soleil venait à peine de se lever quand une voiture de police s'arrêta au bord de la rivière. Cachée dans les buissons, Johanna observa. La directrice, Madame Gonra, sortit la première, droite, impeccable dans son tailleur bleu marine. Derrière elle, 2 policiers et Madame Seto, les yeux gonflés de larmes. La surveillante a découvert sa disparition à 6 heures, au changement d'équipe, expliquait la directrice aux agents. Elle m'a immédiatement appelé. Nous avons fouillé les lieux, puis je me suis souvenu, la fillette avait un traumatisme lié à cette rivière. Sa mère s'y est noyée il y a 5 ans. Un jeune policier, au regard fatigué, hocha la tête en prenant des notes. Et la lettre a été trouvée sur son lit. Oui, répondit Madame Gonra, tendant un sachet plastique. Je pars rejoindre maman. Pardonnez-moi. L'écriture a été identifiée par notre enseignante, c'est bien la sienne. Madame Seto éclata en sanglots, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Mon Dieu, la pauvre enfant. Je savais qu'elle souffrait, j'aurais dû faire plus attention. Les policiers s'approchèrent du bord de l'eau, inspectant la rive. L'un d'eux ramassa une casquette. C'est à elle. Madame Seto hocha la tête, la voix brisée. Oui, elle la portait souvent. Madame Gonra prit son air autoritaire habituel et s'écarta avec la professeure, parlant plus bas, mais Johanna, tapie dans les feuillages, entendait tout. Inutile de dire que la fille était déprimée. Rien ne laissait prévoir un tel drame, compris? Nous ne voulons ni enquête ni inspection. Occupez-vous plutôt des papiers, il faut préparer son dossier pour la police. Madame Seto ouvrit la bouche, prête à protester, puis se tut et détourna le regard. Nous allons la déclarer disparue, annonça le chef des policiers en revenant vers elle. Mais nous commencerons les recherches dans la rivière immédiatement. Je vais appeler les plongeurs. Bien sûr, répondit Madame Gonra en serrant les lèvres. Nous garderons espoir mais... Elle n'acheva pas sa phrase et regarda la rivière d'un air lourd de sens. Johanna les observait, vidée de toute émotion. Ils y croyaient. Ils avaient cru sans douter, sans réfléchir. Personne n'imaginait qu'elle ait pu fuir pour vivre. Seulement pour mourir. Tant mieux, pensa Johanna. Comme ça, ils ne me chercheront pas. Elle resta cachée jusqu'à ce que la police et la direction quittent les lieux. Puis elle passa toute la journée dissimulée dans les broussailles, ne buvant qu'à petites gorgées et grignotant un peu de pain. Quand la nuit tomba, elle sortit enfin, secoua les feuilles accrochées à ses vêtements et prit la route, longeant la forêt pour éviter les phares des voitures. Serrant contre elle son vieux lapin en peluche, Johanna murmura, comme si sa mère pouvait encore l'entendre. « Je vais y arriver, maman. Tu m'as appris à être forte. Je survivrai. » La nuit s'étirait lentement. Le ciel doux, couvert d'étoiles, semblait infini au-dessus de la route qui disparaissait dans l'horizon.
Johanna avançait le long de la nationale B9, se cachant derrière les arbres chaque fois qu'une voiture approchait. À chaque passage de phare, elle se figeait, collée contre un tronc, attendant que la lumière passe. L'air de la nuit, encore étouffant un peu plus tôt, devenait peu à peu plus frais. Johanna sortit un pull chaud de son sac à dos et l'enfila par-dessus son t-shirt. Ses épaules lui faisaient mal sous le poids du sac, ce fardeau rempli de quelques objets essentiels et des restes de sa vie passée. En fuyant l'orphelinat, elle s'était sentie arrachée à la terre, douloureusement, mais nécessairement, comme une graine prête à repousser ailleurs. Un étrange mélange de fatigue et de liberté la traversait, presque grisant. Chaque pas lui semblait une petite victoire contre le système qui avait voulu lui voler son identité. Chaque inspiration avait le goût de la liberté, un parfum de pain et de terre humide. Après 1 heure de marche, ses jambes commençaient à lui brûler, et son ventre gargouillait. Mais s'arrêter n'était pas une option, il fallait s'éloigner le plus possible avant le lever du jour. Johanna mordit dans un morceau de pain qu'elle sortit de son sac et continua à marcher, mâchant lentement. Soudain, à travers le bruissement des feuilles et le lointain grondement des rares voitures, elle entendit un aboiement désespéré. Johanna s'immobilisa, tendant l'oreille. Ce n'était pas un aboiement agressif, mais un cri implorant, presque humain. La règle d'or de l'orphelinat, ne pas se mêler de ce qui ne te regarde pas, se battait en elle avec sa curiosité et sa peur. Depuis le jour où les grands garçons avaient lâché un chien sur les petits, elle craignait les chiens. Elle se souvenait encore de leur rire pendant que les enfants hurlaient et que le chien, rendu fou, se jetait contre la grille, manquant de la briser. Mais ce cri-là était différent. Il y avait quelque chose de profondément humain dedans, comme un appel à l'aide. N'importe quoi, murmura Johanna, mais malgré elle, elle quitta la route et s'enfonça dans le bois. Repoussant les branches, elle avança prudemment vers la source du bruit. L'aboiement devenait plus clair, plus proche. Quelques minutes plus tard, les arbres s'écartèrent, laissant place à une petite clairière baignée par la lumière pâle de la lune. Là, au bord d'un trou dans le sol, un petit chien en combinaison rouge bondissait d'un côté à l'autre. Il s'approchait du bord, aboyait, reculait, puis recommençait. Quand il vit Johanna, il redoubla d'aboiement, comme pour l'appeler à venir. « Doucement, mon grand. » Johanna fit quelques pas prudents. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le chien, un pince nain, à en juger par sa taille, s'approcha, attrapa le bas de son jean entre ses dents et tira dans la direction du trou. Johanna s'approcha à son tour et se pencha. Dans la lumière de la lune, elle distingua une silhouette d'homme au fond, à environ 2 mètres de profondeur. « Dieu merci !» s'exclama-t-il en la voyant. Je commençais à croire que ce petit ne trouverait jamais personne. Johanna fit un pas en arrière, prête à fuir. 5 ans à l'orphelinat lui avaient appris à ne pas faire confiance aux adultes, surtout aux hommes. « Attends, s'il te plaît. » La voix de l'inconnu était fatiguée, mais pas menaçante. « J'ai juste besoin d'un coup de main. Ça fait au moins 2 heures que je suis coincé ici. » Johanna hésita, puis revint prudemment au bord du trou. Elle distingua mieux l'homme, la trentaine, vêtu d'un costume sali par la terre. Ses cheveux sombres étaient striés de quelques mèches grises aux tempes. Son visage, aux traits réguliers, paraissait tiré par la fatigue. « Comment vous êtes tombé là ?» demanda-t-elle, en gardant tout de même ses distances. L'homme se frotta le visage, l'air honteux. « Une belle bêtise. Je suis venu voir une maison dans le village voisin, Steinbach. Elle appartenait à mon grand-père, mort il y a 3 ans. Le lieu est désert depuis. Je voulais voir si elle tenait encore debout, peut-être la vendre. Mais bon, qui voudrait l'acheter? Le village est presque vide. » Il soupira et s'appuya contre la paroi en terre. En repartant, je me suis arrêté un instant. Max, il désigna le chien d'un signe de tête, voulait sortir. Je l'ai laissé descendre, et il a filé dans la forêt. J'ai couru après lui et me voilà. Un vieux trou de carrière, sans doute. J'ai réussi à sortir le chien, mais moi mon téléphone est resté dans la voiture. Pendant qu'il parlait, Johanna observa attentivement la fosse. Les bords s'effritaient, la terre semblait meuble, sans doute à cause de la pluie récente. J'ai essayé de grimper, continua-t-il, mais les parois sont trop glissantes. Et je ne saute plus aussi haut qu'à 20 ans. Un sourire ironique passa dans sa voix, et Johanna se détendit un peu. Quelqu'un capable de plaisanter sur lui-même ne semblait pas dangereux. Enfin, peut-être. Attendez, je vais chercher une branche, proposa-t-elle. Je vous la passerai. Ce serait parfait, dit-il avec reconnaissance. Johanna regarda autour d'elle et repéra une longue branche sèche. Elle la traîna jusqu'au bord et en fit descendre un bout dans le trou. Attrapez! L'homme saisit la branche, mais dès qu'il voulut se hisser, elle craqua sous son poids. Johanna sentit la branche lui glisser des mains et recula juste à temps pour ne pas tomber. Zut! Impossible! Soupira-t-il en voyant le bois brisé. Trop fragile. Johanna fronça les sourcils, réfléchissant. Puis une idée lui vint. Attendez, j'ai une idée. Elle enleva son sac, prit un pull de rechange. Puis elle retira celui qu'elle portait, restant en t-shirt. Elle noua les manches des 2 pulls ensemble, serrant bien chaque nœud. Trop court, marmonna-t-elle en testant la longueur. Tenez, dit l'homme en retirant sa veste. Utilisez ça aussi. Il la lança vers elle. Johanna la rattrapa et l'attacha rapidement à ses pulls, formant une corde de fortune.
Elle fixa une extrémité autour d'un jeune bouleau qui poussait près du trou et laissa tomber l'autre vers l'homme. « Accrochez-vous bien, dit-elle. Je vais tenir aussi, au cas où. » L'homme agrippa la corde et commença à grimper. Ses pieds glissaient sur la paroi argileuse, cherchant un appui. La première tentative échoua, il retomba lourdement au fond, en lâchant un juron étouffé. « Désolé, souffla-t-il. On réessaie. » Il frotta ses mains contre son pantalon, reprit la corde, et, cette fois, se hissa plus haut. En s'appuyant des jambes, il parvint à se rapprocher du bord, puis, d'un dernier effort, bascula par-dessus, haletant, couvert de terre. L'homme tomba sur le dos, les bras écartés, et resta quelques secondes immobile, les yeux fixés sur le ciel. Max, fou de joie, lui sauta sur la poitrine et se mit à lui lécher le visage avec entrain. « Burke, Max, arrête » marmonna l'homme en le repoussant doucement, mais sa voix trahissait une tendresse évidente. « À cause de toi, j'ai failli rester coincé là-dedans. » Il finit par s'asseoir, époussetant la terre et les feuilles collées à ses vêtements, puis posa son regard sur Johanna. Elle se tenait à quelques pas, toujours sur ses gardes. « Merci, dit-il d'un ton grave. Je ne sais pas combien de temps j'aurais pu rester là sans toi. Je m'appelle Cédric. Cédric Chabior. » Johanna, répondit-elle après un court silence, sans donner son nom de famille. Cédric hocha la tête, comprenant qu'il ne fallait pas insister. Il la détailla du regard, une fille maigre, au regard gris méfiant, vêtue de vêtements usés et d'un sac à dos visiblement rempli de quelques affaires de survie. Seule, au milieu de la forêt, en pleine nuit. Pas besoin d'être un enquêteur pour comprendre qu'elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. « Tes parents savent où tu es ?» demanda-t-il avec précaution. Johanna se tendit aussitôt, son regard se durcit. Elle secoua la tête sans un mot. Cédric ne chercha pas à insister. Il sortit son portefeuille de sa poche, trempé, mais les billets à l'intérieur étaient intacts. « Écoute, tu m'as sorti d'un sale pétrin. Je te dois quelque chose. Je peux t'emmener où tu veux. » Ou, il hésita, craignant de la brusquer. « Je peux aussi te raccompagner chez toi, si tu veux. » Johanna secoua de nouveau la tête, cette fois plus vivement. « Je ne rentre pas chez moi, dit-elle doucement. » Cédric remarqua son regard glisser vers son sac, d'où dépassait un morceau de journal. Sans doute celui qui enveloppait le pain. Une bouteille d'eau. Un pull chaud. Les affaires d'une personne qui n'a nulle part où aller. « Tu t'es enfui d'un orphelinat ?» demanda-t-il franchement. Johanna tressaillit, figea son regard sur lui comme un animal surpris par les phares d'une voiture, puis hocha lentement la tête. « Ne me ramenez pas là-bas. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Cédric. « S'il vous plaît. »« Je ne le ferai pas, » répondit-il calmement. « Si tu ne veux pas y retourner, tu n'y retourneras pas. » Il s'assit dans l'herbe, lui laissant de la distance, allant même jusqu'à reculer un peu pour ne pas l'effrayer. Max s'allongea à côté de lui, la tête posée sur ses pattes, observant Johanna de ses petits yeux vifs. « Écoute, » reprit Cédric d'une voix douce, « je ne te forcerai à rien. Mais j'aimerais comprendre comment t'aider. Il fait nuit, tu es seul, tu marches sans savoir où aller. Ma voiture n'est pas loin. Je pourrais au moins te conduire dans un endroit sûr. » Johanna hésita, balançant d'un pied sur l'autre. « Je comprends que tu ne me fasses pas confiance, » continua-t-il. « Et tu as raison. À ta place, je ne me ferai pas confiance non plus. Alors faisons un marché, je te parle un peu de moi, et après tu décideras si tu veux de mon aide. » Il fit une courte pause. « J'ai une petite sœur, Anaïs. Elle a 33 ans aujourd'hui. Quand j'avais 19 ans et elle 14, nos parents sont morts dans un accident. Je suis devenu son tuteur. » Un léger sourire amer traversa ses lèvres. « Imagine, 19 ans, à peine à l'université, et soudain tu es responsable d'une ado. C'était compliqué. » Il gratta machinalement l'oreille de Max. Anaïs a eu des soucis, d'abord l'alcool, puis le jeu. À 23 ans, elle est tombée enceinte d'un type qui purge maintenant une peine pour trafic. Elle a eu Davina, ma nièce. Elle a 9 ans aujourd'hui. Anaïs dit qu'elle a tout arrêté, mais il soupira. Disons que j'essaie de m'occuper d'elle deux du mieux que je peux. Ce n'est pas toujours simple. Johanna écoutait en silence. Peu à peu, elle s'était rapprochée, sans même s'en rendre compte. Elle caressait maintenant la tête de Max, qui s'était avancé vers elle. « Et toi ?» demanda doucement Cédric. « Tu veux bien me dire ce qui s'est passé ? Je te promets que je ne te forcerai à rien. Je veux juste comprendre. » Johanna s'assit dans l'herbe, les genoux contre la poitrine. Un long silence s'installa, au point que Cédric pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis sa voix brisa doucement la nuit. « Ma mère s'est noyée. Il y a 5 ans. J'étais avec elle. J'ai vu. » Sa voix se brisa. Cédric attendit, sans l'interrompre. « Mon père a refusé de me reprendre. Il a une nouvelle famille. Alors on m'a mise à l'orphelinat. 5 ans là-bas. Ce n'est pas un endroit pour vivre. C'est un endroit pour survivre. » Elle leva les yeux vers lui, et Cédric vit dans son regard la lune se refléter dans une douleur bien trop lourde pour une enfant de 12 ans. Madame Gonra, la directrice, elle répétait toujours, « Personne ne veut de vous, même pas vos propres parents. » Tous les jours. Et à force, tu finis par y croire. Johanna serra les poings, les jointures blanchies. « Je ne pouvais plus. Cette nuit, je suis parti.
J'ai laissé mes affaires près de la rivière, avec une lettre. Pour qu'ils croient que je me suis noyé comme ma mère. Comme ça, ils ne me chercheront pas. Elle parlait de plus en plus vite, comme si elle craignait de s'arrêter. Je voulais juste atteindre un village, loin de la ville. Trouver des gens âgés, travailler pour un peu de nourriture et un toit. Jusqu'à mes 18 ans. Et après, je verrai bien. Cédric l'écoutait, le cœur serré. Devant lui se trouvait une enfant de l'âge de sa nièce, une enfant qui avait préféré simuler sa mort et errer seule plutôt que de rester dans un lieu censé la protéger. Et s'il imaginait Davina à sa place? S'il n'était plus là, si Anaïs replongeait? Finirait-elle dans un endroit pareil? Cette idée lui glaça le sang. Et cette petite venait de lui sauver la vie. L'avait sorti d'un trou où il aurait pu rester jusqu'au matin, voire pire. Et maintenant, elle le regardait avec des yeux où se mêlaient la méfiance et une fragile lueur d'espoir. Soudain, une idée traversa l'esprit de Cédric. Il pensa à la maison de son grand-père, à Steinbach. La maison était vide depuis 3 ans. La détruire lui faisait mal, trop de souvenirs, trop d'objets de sa grand-mère qu'il n'avait jamais eu le cœur de jeter. La vendre? Impossible. Qui voudrait d'une vieille maison dans un village qui se meurt? Mais la donner. Écoute, dit-il, encore hésitant sur ce qu'il s'apprêtait à faire. J'ai peut-être une idée. Peut-être stupide, mais j'ai une maison. Celle de mon grand-père, à Steinbach. Elle est vieille, mais solide. Le village est presque désert, il reste quelques anciens. Ce n'est pas le confort d'un hôtel, un poêle à bois, un puits dans la cour. Mais le toit ne fuit pas, les fenêtres sont intactes. Je pensais la raser, mais... Il plongea son regard dans celui de Johanna. Si tu veux, tu peux y vivre. Je paierai l'électricité. Et je te laisserai un peu d'argent pour commencer. Johanna le regarda, incrédule. Vraiment, murmura-t-elle. Vous me donneriez une maison? Comme ça? Pas tout à fait comme ça, répondit Cédric en secouant la tête. Il y a quelques conditions. Si quelqu'un demande, tu diras que tu es la petite fille des voisins, venue passer l'été. Et surtout, tu ne dis à personne que c'est moi qui t'ai prêté la maison. Tu comprends? Je n'ai pas le droit de t'héberger officiellement. Les services sociaux te ramèneraient là-bas. Il soupira. Je sais que ce n'est pas très légal. Mais l'alternative, c'est quoi? Toi, seul, sans abri, dans les bois, la nuit. Johanna le regardait comme s'il venait de lui offrir la lune. Dans ses yeux, les larmes brillaient, pas de douleur, mais de soulagement. Merci, souffla-t-elle simplement. Cédric se releva, épousseta son pantalon. Alors allons-y. La voiture est juste à côté. Steinbach est à une vingtaine de minutes d'ici. La vieille Peugeot roulait doucement sur la route nocturne. Les phares découpaient la chaussée abîmée et les bas-côtés envahis d'herbes folles. Johanna, assise sur le siège avant, serrait son sac à dos contre elle, un réflexe hérité de l'orphelinat, où il fallait toujours garder ses affaires près de soi pour éviter les vols. Max dormait sur ses genoux, et elle le caressait doucement, comme pour s'assurer que tout cela était bien réel. Cette maison, mon grand-père l'a construite dans les années 60, racontait Cédric. Lui et ma grand-mère y passaient tous leurs étés. Ils avaient des poules, une chèvre. Il avait tout fait de ses mains, du perron aux encadrements sculptés. Il quitta la route principale pour un chemin de terre, et la voiture se mit à cahoter sur les nids de poules. « Désolé pour la route, dit-il avec un sourire. Les derniers kilomètres sont dans un état terrible. Personne ne les répare, il ne reste presque plus d'habitants ici. » 15 minutes plus tard, la Peugeot entra dans Steinbach, une seule rue bordée de quelques maisons, la plupart sombres et abandonnées. Seules 2 ou 3 fenêtres laissaient filtrer une faible lumière. « Voilà, dit Cédric en s'arrêtant devant une petite maison en rondin avec des cadres sculptés. On est arrivé. Johanna sortit, Max dans les bras, et resta figée devant la maison. Dans la nuit, elle avait quelque chose de magique, solide et rustique, avec ses motifs sculptés comme sortis d'un vieux conte illustré. Cédric ouvrit la porte et alluma la lumière. Une ampoule jaunâtre s'illumina. À l'intérieur, l'air sentait le renfermé, mais aussi le bois, les herbes séchées et les vieux livres. Une odeur de maison habitée autrefois par des gens heureux. Ça fait un moment que personne n'a nettoyé ici, dit Cédric en passant son doigt sur la table, laissant une trace dans la poussière. Mais tout est en bon état. Pas de souris, c'est déjà ça. Il ouvrit une fenêtre pour faire entrer l'air frais, puis lui montra les pièces, 3 au total, sans compter la cuisine. Les meubles étaient anciens mais solides. Au mur, des serviettes brodées et des photos dans des cadres. Voici la cuisinière à gaz, expliqua-t-il en ouvrant une plaque. Elle marche encore. Il reste du gaz dans la bonbonne, mais quand elle sera vide, tu m'appelles, j'en ramènerai une autre. L'eau, c'est au puits, dehors. Tu sais faire du feu dans la cheminée? Johanna secoua la tête. Pas grave, tu apprendras vite. Quand le feu prend bien, tu fermes cette trappe-là, pour garder la chaleur. Cédric sortit quelques billets de son portefeuille et les posa sur la table. Voilà 200 €. Ça devrait suffire pour commencer. Je t'en apporterai d'autres plus tard. Je vais aussi te laisser mon numéro. Si tu trouves un moyen de téléphoner, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Mais fais attention avec les gens du coin. Ne raconte pas ta vraie histoire. Tu es la petite fille des voisins, venue passer l'été, d'accord?
Johanna hocha la tête. Tout cela lui semblait irréel, comme un rêve dont elle allait se réveiller à tout moment, dans le dortoir froid de l'orphelinat. Cédric se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Dis-moi, peut-être que c'est une question stupide mais tu es sûr que tu vas t'en sortir? Seul, dans un endroit que tu ne connais pas ?» Johanna esquissa un sourire, le premier vrai de la soirée. « J'ai survécu 5 ans à l'orphelinat. Je vais m'en sortir. » Cédric hocha la tête, et dans ses yeux passa une lueur d'admiration. « Bonne chance, Johanna. Je passerai de temps en temps voir si tout va bien. » Il sortit, referma la porte derrière lui. Quelques instants plus tard, Johanna entendit le moteur de la Peugeot s'éloigner, le bruit se fondant peu à peu dans le silence nocturne. Elle resta seule, dans une maison inconnue. Les vieilles poutres craquaient doucement, comme si elles lui parlaient. Johanna marcha lentement à travers les pièces, caressant du bout des doigts le papier peint décoloré, la surface polie du bois, les reliefs rugueux du poêle. Elle s'arrêta devant la fenêtre et regarda la nuit d'où. Pour la première fois en 5 ans, elle était seule, vraiment seule. Sans surveillant, sans règles, sans humiliation. En paix, en sécurité. La lune se montra à travers les nuages et éclaira la petite silhouette debout à la fenêtre de la vieille maison. Johanna posa sa main sur la vitre et murmura. « Merci, maman, je suis à la maison. » Le matin de septembre entra doucement par les fenêtres de la maison. Les rayons du soleil glissaient sur le papier peint fané, illuminant des milliers de poussières en suspension. Johanna s'éveilla au chant du coq et resta allongée quelques minutes, écoutant le silence. Un vrai silence, profond, rien à voir avec celui, étouffant, du dortoir de l'orphelinat, brisé par les respirations, les murmures et le grincement des vieux lits de fer. Elle n'avait pas envie de se lever. Son corps se souvenait encore du rythme de l'orphelinat, quand il fallait sauter du lit au son d'une cloche, mais son esprit, lui, savourait déjà la liberté du choix. Elle pouvait rester allongée aussi longtemps qu'elle le voulait. Déjeuner quand elle en avait envie. Décider elle-même comment passer la journée. Cette idée la grisait autant qu'elle l'effrayait. Une semaine s'était écoulée depuis sa rencontre avec Cédric. Chaque matin, Johanna se réveillait avec l'impression de rêver, persuadée que la porte allait s'ouvrir d'un coup et que Madame Gonra apparaîtrait sur le seuil avec son ton sec et autoritaire. Mais la porte restait close, et la maison lui appartenait, à elle seule. Aujourd'hui, elle avait du travail. Johanna s'étira. En une semaine, elle avait à peine eu le temps de faire un peu de ménage, mais la maison avait besoin de beaucoup plus d'attention. La rouille sur les tuyaux, la poussière dans chaque recoin, les toiles d'araignée au plafond, la marche du perron qui grinçait, tout semblait attendre des mains patientes et soigneuses. Elle se lava le visage à l'eau froide, la chaude devait être chauffée dans une casserole sur la cuisinière, mangea un morceau de pain avec le lait de la veille, puis se mit au travail. Laver les vitres, essuyer la poussière, battre les tapis, chaque geste rendait un peu plus ce lieu étranger semblable à un vrai foyer. C'est peut-être ça, se dit-elle en s'adressant à son vieux lapin en peluche couvert de poussière, ce que ressent une vraie maîtresse de maison? Quand tout autour de toi est à sa place, et que personne ne te dit que tu fais mal les choses. Vers midi, Johanna s'attaqua au perron. L'une des planches s'était dangereusement affaissée sous son poids ce matin-là. Dans le hangar, elle trouva quelques outils, un marteau, des clous, même plusieurs planches soigneusement empilées, sans doute laissées par le grand-père de Cédric. « Bon, comment on fait ça » murmura-t-elle, songeuse. À l'orphelinat, c'était Marcin, un homme toujours grognon, qui s'occupait des réparations. Il ne laissait jamais les enfants s'approcher de son travail. Après plusieurs tentatives, quelques doigts écrasés et de nouveaux mots appris sur la douleur et les clous récalcitrants, elle réussit enfin. Le perron ne grinçait plus dangereusement. Ce petit succès la remplit d'une fierté tranquille, qu'elle ne pouvait partager qu'avec les moineaux qui l'observaient depuis un arbre voisin. Le village de Steinbach vivait paisiblement. 12 maisons, dont 8 habitées. 15 habitants en tout, tous âgés, comme l'avait dit Cédric. Johanna n'en avait encore rencontré aucun, préférant rester discrète et se souvenir de la légende qu'elle devait maintenir. Ce jour-là, le soleil brillait fort, et elle décida de s'occuper du jardin, envahi par les herbes, mais où l'on distinguait encore les traces d'anciens parterres soignés. Munie d'une ou trouvée dans le hangar, elle se mit à arracher les mauvaises herbes, jetant parfois un œil au terrain voisin, où il semblait aussi y avoir du mouvement. « Bonjour, ma petite !» Johanna sursauta et se retourna. Près de la clôture se tenait une vieille femme, petite, avec une longue tresse grise, vêtue d'une robe bleue à fleurs et d'un foulard passé. Son visage ridé respirait la gentillesse et la curiosité. « Bonjour », répondit Johanna en s'essuyant le front. « Je voyais de la lumière dans la maison des Chabior, alors je me suis dit, tiens, quelqu'un s'est installé. Je viens dire bonjour. Je m'appelle Marietta, ta voisine. » Johanna, dit la jeune fille, tentant de se rappeler l'histoire qu'elle devait jouer. « Et tes parents, ils sont où » demanda Marietta en plissant les yeux, examinant la cour. Johanna sentit sa gorge se serrer. « Voilà. Le premier test. Maman, elle se repose, dit-elle doucement. Elle est malade. Elle a la tuberculose. On est venu ici parce que le médecin a dit qu'il fallait de l'air pur, la nature. Il lui reste 6 mois, peut-être 1 an. » Elle baissa les yeux pour cacher le mensonge. À l'orphelinat, elle avait appris,
Plus l'histoire tirait sur la pitié, moins on posait de questions. « Oh, ma pauvre !» s'exclama Marietta, les mains sur la poitrine. « Et ton père ? Il est mort. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais il avait disparu de sa vie comme s'il l'était. « Pauvre petite !» soupira Marietta. « Et tu as quel âge ? » 12 ans. Johanna donna un coup de houx dans la terre. 12 ans, et seule avec ta mère malade ? Et ta famille, ils sont où ? Loin, répondit Johanna avec un petit soupir. Oh, Marietta hocha la tête d'un air compatissant. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Je t'apporterai un peu de lait frais. J'ai une chèvre. Ne sois pas timide. Merci, dit Johanna en levant les yeux. Je peux aussi vous aider, si vous voulez. Dans le jardin, ou pour la maison. C'est bien, ça, sourit Marietta. Toute aide est la bienvenue, tu sais. C'est ainsi qu'une nouvelle amitié naquit, une relation simple, bâtie sur un petit mensonge. Johanna aidait Marietta dans le jardin, puisait de l'eau au puits, nourrissait les poules. En échange, elle recevait des œufs, du lait, des légumes frais. Elle voyait bien que la vieille femme se doutait de quelque chose, mais elle n'en parlait jamais. Bientôt, grâce au réseau du village, ce bouche à oreille qui valait toutes les radios du monde, tout Steinbach sut qu'une fille s'occupait seule de sa mère malade. Les autres habitants commencèrent eux aussi à demander son aide, couper du bois, réparer une barrière. Ils la payaient comme ils pouvaient, en nourriture, en vêtements, ou avec quelques pièces. En octobre, en explorant la maison, Johanna découvrit un petit trésor dans une vieille commode, des pelotes de laine, des aiguilles de tailles différentes, des crochets, et même un petit métier à tricoter. Ses doigts se mirent à trembler d'envie. C'était Madame Seto, à l'orphelinat, qui lui avait appris à tricoter. C'était le seul endroit où elle se sentait libre, où elle pouvait créer quelque chose à elle. Madame Seto lui rappelait un peu sa mère, peut-être par sa voix, ou sa manière de replacer une mèche de cheveux. La première tentative fut un désastre. Ses mains avaient perdu l'habitude, les mailles étaient irrégulières, le motif se décalait sans arrêt. Mais peu à peu, le geste revint. Le soir, quand tout était terminé, Johanna s'asseyait près du poêle, et les aiguilles tintaient doucement dans la pénombre. Elle offrit sa première napperon à Marietta, pour la remercier de sa gentillesse et de son silence bienveillant. La vieille femme en eut les larmes aux yeux, admirant le travail délicat. « Quel artiste tu fais » s'exclama-t-elle. « On n'en voit plus des comme ça, par ici. Tu sais, tu pourrais les vendre. » Beaucoup de gens s'arrêtent sur la route pour acheter des choses faites main, surtout avant Noël. Une si belle nappe, ça se vendrait bien. L'idée fit son chemin dans l'esprit de Johanna. En novembre, elle avait déjà tricoté assez pour tenter sa chance, napperons aux motifs variés, chaussettes, écharpes, et même quelques moufles à dessin. Elle construisit un petit étal avec des planches, trouva un vieux tabouret et étendit un torchon propre avant d'y exposer ses trésors. Le premier jour au bord de la nationale fut terrifiant. Chaque voiture qui passait lui semblait une menace, chaque conducteur qui ralentissait un potentiel délateur. Mais peu à peu, la peur laissa place à une sorte d'entrain professionnel. Le soir venu, elle avait vendu 3 paires de chaussettes et un apron, gagnant presque 30 €. Pour la vie du village, c'était une petite fortune. Ainsi se dessina le nouveau rythme de sa vie. Le jour à aider les anciens, le soir tricoter, une fois par semaine, vendre au bord de la route. En décembre, elle gagnait déjà 100 à 150 € par mois, sans compter le troc avec les villageois. L'hiver arriva d'un coup, recouvrant Steinbach d'une épaisse couette de neige. Johanna l'attendait de pied ferme, le bois était coupé, le toit réparé. Elle avait appris à alimenter la cheminée et à garder une chaleur régulière pendant des heures. Elle savait maintenant fendre des bûches sans se faire mal au dos, et déneiger sans déplacer 2 fois la même neige. C'était dur physiquement, mais c'était une fatigue saine, juste. Rien à voir avec l'épuisement de l'orphelinat, ses reproches sans fin, ses humiliations, ce besoin de rester toujours sur ses gardes. Ici, le corps se fatiguait, mais l'âme se reposait. Le soir, quand les crépuscules précoces d'hiver tombaient sur le village, Johanna allumait une lampe à pétrole, l'électricité existait, mais faible, et puis elle économisait, et lisait les livres trouvés dans la maison. De vieux volumes aux pages jaunies Goethe, S. Zweig. Leur langue calme et assurée agissait comme un remède. Dans ces livres, la nature était vivante, lisible, familière. Comme Johanna la ressentait désormais, à Steinbach. Seuls les cauchemars nocturnes persistaient. Chaque semaine, parfois plus souvent, elle se réveillait en sueur, hantée par le même rêve. Sa mère se noyait, tendait la main, l'appelait par son prénom, et elle, Johanna, ne pouvait pas l'aider, pas même bouger. Alors elle serrait contre elle son vieux lapin en peluche et lui murmurait, à lui, seul témoin de sa faiblesse. « Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas t'avoir sauvé. Tonton Cédric, regarde, je nous ai dessiné. » Davina lui tendit fièrement une feuille couverte de couleurs vives, 3 silhouettes. Un homme grand, une femme aux longs cheveux blonds et une petite fille au milieu. Tous 3 se tenaient par la main et souriaient. Cédric leva les yeux de son ordinateur portable, il parcourait les rapports trimestriels et sourit. Le bureau à la maison, l'éternelle histoire des entrepreneurs de taille moyenne, où le travail et la vie privée se confondent. C'est super, dit-il en ébouriffant les cheveux de sa nièce. Surtout maman, elle est très réussie.
J'ai mis tout mon cœur. Davina se pelotonna contre lui, comme quand elle était petite. Elle est très belle, hein? Très, confirma Cédric en jetant un regard vers la cuisine, où Anaïs préparait le dîner en fredonnant doucement. Depuis 3 ans, leur foyer était un 3 pièces à Belleville. Plan classique d'un immeuble récent, finition standard, meubles simples. Cédric avait souvent l'idée de refaire l'intérieur, mais il n'en trouvait jamais le temps. Et il n'en voyait pas trop l'intérêt, il louait, préférant investir dans son entreprise plutôt que dans un crédit. Chabior Logistique, sa petite société de transport, tenait la route, sans éclat. L'année écoulée avait été particulièrement rude, concurrence en hausse, prix du carburant instable, contrôles administratifs multipliés par 2. Les marges chutaient, mais Cédric tenait bon. Pour lui, pour sa sœur, pour Davina. Surtout pour Davina. Anaïs entra dans le salon en s'essuyant les mains sur son tablier. « Le dîner est dans 15 minutes, dit-elle. Davina, file te laver les mains. » La fillette sauta des genoux de Cédric et courut hors de la pièce. Anaïs s'assit à côté de son frère. « Et le boulot ?» demanda-t-elle, avec une tension inhabituelle dans la voix. « Comme d'habitude, répondit-il en la dévisageant. On s'accroche. » Anaïs hocha la tête, triturant le bord du tablier. « Cédric, écoute. Il me faut un peu d'argent. Pas grand-chose. Pour une nouvelle veste à Davina, l'ancienne est fichue. » Cédric fronça les sourcils. Le ton de sa sœur l'alarma. Depuis 2 ans, Anaïs tenait bon, ni alcool, ni jeu, mère irréprochable. Mais il avait trop souvent entendu « il me faut de l'argent » suivi de bonnes intentions pour accorder une confiance aveugle. « Bien sûr, dit-il. Je retirerai demain. Tu n'as plus rien de côté ? Tu avais pourtant un petit boulot à l'atelier. » Il paie en retard. Anaïs évita son regard. « Je te rembourse dès que. » Allons, coupa Cédric d'un geste. Pas de compte entre nous. Pour Davina, je ne regarde pas. Le soir, quand Anaïs et sa fille s'endormirent, Cédric entra sur la pointe des pieds dans la chambre de sa sœur. Il se détestait pour ça fouiller, contrôler, douter. Mais il y avait eu trop de rechutes, trop de promesses brisées. Dans l'armoire, sous une pile de pulls, il trouva une enveloppe de justificatifs. Des microcrédits. 5, de 400 € chacun. 2000 au total. Et ce n'était que ce qu'il découvrait. Au petit déjeuner, il posa l'enveloppe sur la table entre eux, attendant que Davina parte dans sa chambre pour se préparer pour l'école. « C'est quoi, ça ?» Anaïs pâlit. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Le casino, encore ? » « Non. » Elle releva la tête. « Je te jure que je n'ai pas rejoué. C'est j'avais besoin d'argent pour les vêtements de Davina. Je ne voulais pas te demander, tu portes déjà tout sur tes épaules. Je pensais m'en sortir seul. » Anaïs. « C'est vrai. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Je n'ai pas replongé. J'ai juste. » Cédric soupira. « Je vais rembourser ses prêts. Mais, Anaïs, s'il te plaît, plus de secrets. On est une famille. On fait face ensemble, d'accord ?» Anaïs acquiesça en essuyant ses larmes. « Plus de secrets. Je te le promets. » Il avait envie de la croire. Vraiment. Février 2024 fut glacial. Cédric rentrait d'une réunion difficile avec des fournisseurs, les prix avaient encore augmenté, les marges s'érodiaient, il fallait trouver des solutions. Il gravit péniblement les 7 étages, l'ascenseur était en panne depuis 2 semaines, et ouvrit la porte de l'appartement. Le couloir était sombre et silencieux. Trop silencieux. À cette heure-ci, Davina était d'habitude déjà rentrée de son école d'art, et sa musique préférée résonnait dans les enceintes. « Anaïs ? Davina ?» appela-t-il en allumant la lumière. Aucun bruit ne venait du fond de l'appartement. Cédric traversa le salon vide. La cuisine, vide aussi. Enfin, en ouvrant la porte de la chambre de sa sœur, il la vit. Anaïs était assise par terre, les bras autour des genoux. Son visage gonflé trahissait les larmes, ses yeux étaient rouges et vides. « Anaïs, qu'est-ce qu'il se passe ?» Cédric s'accroupit près d'elle. « Tu es malade ? Où est Davina ?» Anaïs lui tendit un papier sans un mot. Une simple feuille imprimée, blanche, avec un message en lettres noires. « Nous avons votre fille. La dette de la mère est de 110 000 €. Vous la reverrez 2 semaines après le paiement intégral. Appelez la police, et vous ne la reverrez plus jamais. » Le monde vacilla. Cédric ne sut même pas comment il se retrouva assis à côté de sa sœur. Son visage se vida de toutes couleurs, un bourdonnement emplit ses oreilles. « Combien ?» finit-il par murmurer. « Combien tu dois ?» Anaïs ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, et seuls des sanglots étouffés sortaient de sa gorge. « Combien ?» répéta Cédric d'une voix qu'il ne reconnut pas, froide, mécanique. 110 000, souffla-t-elle enfin. Cédric la fixa. Tout ce qu'il avait construit s'effondrait en lui. Ce fragile équilibre qu'il avait cru atteindre, une sœur qui s'en sort, une famille presque normale, une enfant en sécurité. Tout venait de voler en éclats. « Depuis quand ?» demanda-t-il calmement, trop calmement. « Depuis quand tu rejoues ?»« 3 mois. » Anaïs cacha son visage dans ses mains. « J'ai revu Colette, tu te souviens, on bossait ensemble ? Elle m'a dit connaître un endroit où on pouvait gagner vite. J'y suis allé juste pour regarder. Et puis ?
Elle éclata en sanglots, la tête enfouie entre ses genoux. Cédric se tut. Il ne cria pas. Ne jeta rien. Ce silence glacé terrifiait Anaïs plus que tout. « Je vais tout vendre, dit-il enfin, d'une voix basse et tranchante. L'entreprise, la voiture. L'appart n'est pas à moi, mais je vendrai les meubles. Avec ça, j'aurai peut-être 80 000 €. Le reste, je le prendrai en crédit. 110 000 €, tu te rends compte? On va se retrouver à la rue. Plus de toi, plus rien. Et moi, je devrais recommencer à zéro, à 38 ans. Tu comprends ça? » Anaïs pleurait, incapable d'arrêter le flot. « Je voulais pas, je pensais que j'allais me refaire. Au Casino Royal, il disait que la chance finirait par tourner. Il prêtait facilement, me disait, aujourd'hui, t'as pas eu de bol, demain tu gagneras tout. Donne-moi le numéro, coupa Cédric d'une voix dure, en désignant la feuille de menace. Anaïs sortit de sa poche un petit papier froissé avec un numéro griffonné dessus. Cédric prit son téléphone, composa le numéro. Long signaux puis un déclic. Une voix d'homme, posée, presque professionnelle. « J'écoute. C'est Cédric Chabior, dit-il d'un ton sec. Le frère d'Anaïs. C'est à propos de la dette. »« J'écoute, répéta la voix, toujours sans émotion. Je rembourserai la somme. En entier. Mais j'ai besoin de 2 semaines. » Un silence. Puis, 2 semaines. La fille sera en sécurité si l'argent arrive à temps. Sinon, cherchez-la dans les bois. Les mâchoires de Cédric se crispèrent jusqu'à la douleur. « Vous m'avez compris, dit-il d'une voix glaciale. 2 semaines. Pas un jour de plus. »« Compris, répondit la voix avant de raccrocher. Cédric reposa lentement le téléphone et se tourna vers sa sœur. Elle le fixait avec un mélange de peur et d'espoir. Dans son regard, il n'y avait ni colère ni reproche, seulement une immense fatigue et une résolution implacable. « Si jamais il arrive quoi que ce soit à Davina, dit-il calmement, je ne sais pas ce que je ferai. Mais je sais une chose, je ne pourrai plus vivre avec toi. » Anaïs éclata de nouveau en larmes, mais cette fois Cédric ne bougea pas. Il ne la prit pas dans ses bras, ne chercha pas à la consoler. Il se leva, alla dans la cuisine et se versa un verre d'eau. Ses mains tremblaient, mais son esprit restait d'une clarté glaciale. Le soir tomba d'un coup sur la ville, comme un rideau noir tiré sur le monde. La neige, qui tombait sans discontinuer depuis le matin, étouffait les bruits, donnant à tout une impression d'irréalité. Davina se tenait devant l'entrée de son école d'art, soufflant sur ses mains et regardant son haleine former un petit nuage de vapeur. Il était 6h30. Elle frissonna et remonta la fermeture de sa veste rose. Sur la vitre embuée de la porte, elle traçait des lignes imaginaires, des croisements, des routes, comme celles que son oncle lui montrait quand il lui expliquait son travail. Logistique, un mot compliqué, mais dont elle était fière de connaître le sens. Henrique, le chauffeur de son oncle, était en retard. Étrange. D'habitude, il arrivait pile à l'heure, plaisantait sur la ponctualité et l'aidait à porter son gros cahier de dessin. Davina vérifia son téléphone, aucun message. Le réseau fonctionnait mal à cause de la tempête. L'école était vide, à part le gardien au rez-de-chaussée. Elle aurait pu retourner à l'intérieur pour attendre au chaud, mais sa fierté de petite fille de 9 ans l'en empêcha. Elle avait déjà dit au revoir à tout le monde, revenir serait ridicule. « Davina ?» Une voix féminine la fit sursauter. Elle leva les yeux. Une inconnue approchait la cinquantaine, emmitouflée dans une doudoune sombre. Des mèches sombres dépassaient de son bonnet de laine, et son visage affichait un sourire rassurant. « Je viens de la part de Cédric, » dit la femme en s'arrêtant à 2 pas d'elle. « Il m'a demandé de te récupérer. Henrique est coincé dans les bouchons du périphérique. Quelle galère, ce temps !» Davina se figea. Son oncle lui avait toujours répété de ne jamais faire confiance aux inconnus, même aux plus souriants. Mais cette femme connaissait le nom de Cédric, celui d'Henrique, et... « Cédric m'a demandé de te dire qu'il t'apporterait de nouvelles aquarelles, » ajouta la femme, comme si elle avait deviné ses doutes. « Celle dont tu parlais la semaine dernière. Le coffret de 18 couleurs. » C'était la preuve qu'il fallait. Seule sa mère, son oncle et sa professeure d'art étaient au courant pour les aquarelles. Davina hocha la tête, remit sa laine rose sur ses oreilles et s'approcha. « Et vous, vous êtes qui ?» demanda-t-elle tout de même, en suivant la femme vers un SUV gris foncé garé un peu plus loin. « Une collègue de ton oncle, » répondit-elle en ouvrant la portière arrière. « Monte vite, tu vas geler. Le chauffage est déjà allumé. » La chaleur de l'habitacle enveloppa Davina dès qu'elle s'assit sur la banquette arrière. La femme fit le tour et prit le volant. Sur le siège avant, Davina aperçut un homme, mais la lumière était trop faible pour distinguer ses traits. « Attache ta ceinture » lança la conductrice par-dessus son épaule. Davina obéit, tendant la main vers la sangle, et tout bascula. L'homme à l'avant se retourna d'un coup, un sac sombre à la main. En une seconde, tout devint noir, le tissu épais s'abattit sur sa tête, lui coupant la respiration. « Pas un mot, sinon tu le regretteras » souffla une voix masculine tout près de son oreille. La panique la submergea. La voiture démarra brusquement. Davina tenta d'enlever le sac, mais l'homme lui attrapa les poignets et les lia fermement avec quelque chose de dur, sans doute un collier de serrage. « Bouge pas, prévint-il. Il t'arrivera rien si ta mère rembourse ce qu'elle doit. » « Une dette ? Quelle dette ?
Des bribes de conversation lui revinrent, sa mère qui pleurait la nuit, son oncle qui parlait de microcrédit, leurs regards inquiets quand il pensait qu'elle ne voyait pas. Le temps perdit tout sens. Les minutes devinrent des heures, ou l'inverse. Davina essaya de compter les virages, de se rappeler la direction, comme son oncle le lui avait appris pendant leur promenade en forêt. Mais bientôt, elle se perdit. La peur fit place à une torpeur glacée. Quand la voiture s'arrêta enfin, elle grelottait de tout son corps. Une portière claqua. Silence. Puis une autre. Des mains la saisirent, la tirèrent dehors. L'air froid s'engouffra sous sa veste. « Assieds-toi et tais-toi », ordonna la voix masculine. Davina sentit qu'on la posait sur quelque chose de dur, un banc ou une souche. Le sac fut arraché, et une lumière crue l'éblouit. Quand ses yeux s'habituèrent, elle vit qu'elle se trouvait dans une clairière enneigée. Les phares de la voiture découpaient les troncs nus et les monticules de neige. Deux hommes fumaient un peu plus loin, parlant à voix basse. La femme, elle, avait disparu. Le boss a dit, 2 semaines, entendit-elle. Si l'argent arrive pas, on la laisse ici. La nature fera le reste. C'est un peu dur, même pour Fénon, répondit l'autre, plus petit. C'est une gamine, quand même. Alors que sa mère paye, rétorqua le premier en haussant les épaules. Je vais dans la bagnole, je me caille. Toi, surveille. Davina se figea. Ils vont me tuer? Me laisser mourir ici? La panique la prit à la gorge. Réfléchie, se répéta-t-elle dans la voix calme de Cédric. La panique n'aide jamais. Elle observa autour d'elle. La voiture était à 5 mètres, moteur tournant. L'un des hommes y était déjà remonté. L'autre écrasait sa cigarette près des arbres. Ses poignets étaient libres et ils avaient dû retirer les liens en la sortant du véhicule. Elle n'avait plus sa bonnet, sans doute perdu quelque part. Survivre, murmura la voix en elle. À tout prix. Rassemblant son courage, Davina se glissa lentement du tronc et s'élança vers les arbres, à l'opposé de la voiture. Le craquement du moteur couvrait le bruit de ses pas dans la neige. Elle fit à peine 10 mètres avant qu'un cri ne fende la nuit. Et « Stop !» Sans se retourner, Davina fonça droit devant. Ses bottes s'enfonçaient dans la neige épaisse, son souffle se coupait, son flanc la lançait. Elle tomba, se releva, repartit. Derrière elle, les pas précipités, les jurons, puis un coup de feu. La peur lui donna des ailes. Elle courait sans voir, trébuchant sur les racines cachées sous la neige, les larmes gelant sur ses joues. Enfin, à bout de souffle, elle s'effondra sous un buisson touffu, s'y enfouit, essayant de devenir invisible. Le temps se dilata encore. Des voix, au loin. Des craquements. Des faisceaux de lampes balayaient les troncs. Davina se fit minuscule, la main sur la bouche pour étouffer son souffle. « Qu'elle aille au diable !» cria quelqu'un. « Dans cette forêt, elle tiendra pas. On dira au boss qu'elle s'est échappée. Les loups feront le reste. Et si on la retrouve? Qui voudrait venir ici? C'est l'hiver, y a tempête, les traces seront effacées. Personne viendra. Allez, on se tire. » Les sons s'éteignirent peu à peu. Davina n'osa pas bouger. Quand enfin le silence retomba, elle leva la tête. Autour d'elle, rien que la neige et les arbres. Le froid la rongeait, ses mains étaient engourdies, ses jambes sans force. Il fallait bouger. Trouver un abri. Mais où aller? Elle se força à se relever. Ses jambes fléchirent, et elle retomba. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle pensa à sa mère, à Cédric. « Je les reverrai jamais? Abandonne pas » murmura la voix en elle. « T'es forte. Tu peux le faire. » Rassemblant tout ce qui lui restait d'énergie, elle rampa jusqu'à un arbre, s'y adossa, puis se remit debout. En titubant, elle fit quelques pas, puis d'autres. Elle ne sut pas combien de temps elle marcha. À un moment, elle se mit à répéter la phrase de son oncle, comme un sortilège, un pas après l'autre. « Fais juste le prochain pas. » À bout de force, elle se glissa enfin sous un grand buisson, se recroquevilla, cherchant la chaleur du peu de neige qui la couvrait. Le froid la berçait, doux, presque accueillant. Davina ferma les yeux. Sa dernière pensée avant de sombrer fut « Pardon, tonton Cédric. J'ai essayé. 60 000 €. Cédric nota le chiffre dans son carnet, le cercla d'un trait épais, puis resta immobile, le regard perdu dessus. Dehors, c'était déjà le 3e jour depuis l'enlèvement de Davina. Le 3e jour sans sommeil, seulement du café et de l'adrénaline. Assis à son bureau, il dressait des listes sur l'ordinateur, ce qu'il pouvait vendre, combien ça rapporterait, ou trouver le reste. Chabior Logistique, son entreprise, sa fierté, pouvait partir pour 60 000 €. Une vente rapide, autant dire au rabais. Toutes ces années de travail, les nuits blanches, les risques calculés, tout se réduisait désormais à un simple chiffre sur une page. Sa voiture, une vieille Peugeot, ne rapporterait pas grand-chose non plus. Sur son compte, 12 000 € d'économie, l'argent qu'il gardait pour les études de Davina, pour les coups durs. Et voilà, le coup dur était arrivé. Le pire possible. Total, 87 000. Il manquait 23 000. Cédric se frotta les yeux brûlants. Les crédits. Il pouvait encore emprunter 20 à 30 000 € à son nom. Son dossier était irréprochable, les banques accepteraient sans problème. Mais après, comment rembourser, sans entreprise, sans revenu? La vérité s'imposait, brutale.
Même s'il rassemblait la somme, il ne lui resterait plus rien. Plus de toit, plus de travail, plus de sécurité. 2 personnes à charge. Et à 38 ans, tout recommencer à zéro. Était-ce seulement possible? Mais l'alternative à perdre Davina était impensable. Cet enfant était devenu le centre de sa vie. Elle le regardait avec une confiance absolue, comme s'il pouvait tout. Elle dessinait leur petite famille main dans la main. Il n'avait pas le choix. Le téléphone vibra. Cédric l'attrapa si fort que ses jointures blanchirent. Numéro inconnu. Chabior. Où en est la collecte de fonds? Demanda la voix calme, la même que la dernière fois. J'ai presque tout rassemblé, mentit Cédric. Il me faut juste quelques jours de plus. Vous aviez 2 semaines à partir de notre appel. Le ton se durcit. 6 jours sont déjà passés. Je le sais, bon sang, lâcha Cédric, la voix tremblante. Laissez-moi lui parler. À Davina. Je veux juste savoir qu'elle est vivante. Silence. Désolé, impossible. Le cœur de Cédric s'arrêta net. Comment ça, impossible? Où est-elle? Calmez-vous, monsieur Chabior. La fillette est simplement indisponible pour le moment. Concentrez-vous sur l'argent. Nous restons en contact. La ligne se coupa. Cédric serra le téléphone à s'en faire mal aux doigts. Indisponible pour le moment. Qu'est-ce que ça voulait dire? Inconsciente? Morte? Non. Non, ils ne feraient pas ça. Ils avaient besoin d'elle pour récupérer l'argent. Sauf si quelque chose avait mal tourné. Il se leva, les jambes tremblantes, et quitta le bureau. Dans le couloir, il s'arrêta devant la chambre de sa sœur et frappa doucement. Pas de réponse. Il entr'ouvrit la porte. Anaïs était assise sur le lit, dans la même position qu'hier et d'avant-hier. Elle ne mangeait plus depuis 3 jours en juste un peu d'eau, quand il insistait. Amaigrie, le visage creusé, la peau grisâtre, la couleur du désespoir. Anaïs, murmura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Tu dois manger un peu. Elle secoua la tête sans le regarder. Comment t'as pu la laisser partir seule? Les mots lui échappèrent, et il regretta aussitôt. Anaïs se recroquevilla, comme frappée. Les larmes coulèrent de nouveau. Pardon, dit-il vite. C'est pas ta faute. Mais c'était sa faute. Et la sienne aussi, pour n'avoir rien vu venir, pour n'avoir rien empêché. Mais le moment n'était pas à la culpabilité. Il fallait sauver Davina. Écoute, Anaïs, dit-il en lui prenant la main. On aura encore un toit. La maison de grand-père, à Steinbach. Tu te souviens? Quand on y allait enfant. Anaïs leva vers lui un regard éteint. Pourquoi tu me parles de ça? Quand tout ça sera fini, répondit-il d'une voix ferme, contrôlée, on devra repartir de zéro. Je vais vendre l'entreprise, la voiture. L'appartement, on devra le rendre. Mais on aura la maison de Steinbach. Elle est vieille, rustique, mais c'est un abri. Un début. À Steinbach, répéta TL, intriguée pour la première fois depuis des jours. Mais personne n'y vit. Si, une fille y habite, se rappela Cédric. Je passerai demain voir l'état des lieux, la prévenir. Quelle fille? Demanda Anaïs, en fronçant les sourcils. Cédric hésita. Cette histoire paraissait si lointaine, comme d'une autre vie. Tu te souviens, je t'avais raconté, l'été dernier, je suis tombé dans un trou en forêt, et une gamine m'a sorti de là. Une orpheline qui s'était enfuie de son foyer. Je lui ai proposé de rester à Steinbach. Je pouvais pas la laisser dehors. Tu as recueilli une fugueuse? Il y avait dans la voix d'Anaïs une ombre de curiosité. Ce n'est pas une fugueuse, répondit-il doucement. Elle a juste eu une vie difficile. Comme nous tous. Mais maintenant, il faudra qu'elle nous fasse un peu de place. La famille passe avant tout. Anaïs hocha la tête, absente. Sa brève étincelle d'intérêt s'éteignit aussitôt. J'irai à Steinbach demain, décida Cédric. Je vérifierai la maison et je parlerai avec la fille. Il se leva, se dirigea vers la porte. Mais la voix cassée de sa sœur le retint. Et si Davina n'était plus là? S'il l'avait. Tais-toi, coupa Cédric, le visage déformé par la colère. Ne dis pas ça. Elle est vivante. Tu m'entends? Vivante. Et je vais la ramener. Il quitta la pièce, refermant la porte doucement pour ne pas la claquer. Dans le couloir, il s'adossa au mur. La rage retomba d'un coup, laissant place à une froide détermination. Il trouverait l'argent. Il retrouverait Davina. Et ils recommenceraient. Ensemble. Le matin du 9 février était clair et glacial. Dans la nuit, une chute de neige avait recouvert Steinbach d'un manteau blanc et moelleux. Johanna s'était levée avec le chant du coq, avait allumé le poêle et déjeuné d'un bol de porridge chaud avec du lait de sa chèvre, Marietta. C'était vendredi, le jour où elle allait d'habitude vendre ses tricots au bord de la route. Le trafic était toujours plus dense ce jour-là, les citadins pressés de partir pour le week-end. Le moment parfait pour écouler ses créations. Elle sortit de son coffre son plus beau travail, un plaid au motif complexe sur lequel elle avait passé toute une semaine. Des fils bleus et blancs s'entremêlaient en arabesques délicates, rappelant les dessins du givre sur les vitres. Elle espérait en tirer au moins 80 €, une petite fortune pour elle. Après l'avoir soigneusement pliée dans un vieux sac en toile, Johanna enfila sa veste chaude, noua son écharpe et prit la route.
L'air mordant piquait ses joues, la neige crissait sous ses bottes. Elle suivait le sentier familier qui menait à la route B9, tout en faisant la liste de ses tâches mentales, passer chez le vieux Linder pour récupérer la farine, aider Marietta à fendre du bois, recoudre le trou du pull gris. En sortant de la forêt, elle ralentit. Quelque chose n'allait pas. L'endroit où elle installait habituellement son étal, une petite clairière déneigée près de la route, paraissait différent. Le sol était étrangement piétiné, et des traces de pneus s'enfonçaient vers les arbres. Elle distingua aussi des empreintes de pas, de grandes, d'hommes, et d'autres, plus petites d'enfants. Johanna fronça les sourcils. Personne ne tournait jamais ici, la route était trop étroite, encombrée de branches tombées. Une voix intérieure lui souffla, « Va voir. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. » Elle repensa à ce jour d'été où elle avait trouvé Cédric coincé dans un trou. Le bien attire le bien, disait sa mère. Oubliant la vente, Johanna suivit les traces. Elles avançaient sur une centaine de mètres avant de disparaître sous la neige fraîche. Elle regarda autour d'elle, cherchant un signe, mais la forêt était silencieuse, à part le gazouillis des mésanges. Soudain, une tache de couleur attira son regard, un éclat rose au milieu du blanc et du brun des troncs. Elle s'en approcha, s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Son cœur battait plus vite, envahi par une intuition brûlante. Quelques pas plus loin, derrière un buisson de genévrier, elle vit une veste. Une petite veste rose. À l'intérieur, une fillette. Elle devait avoir 9 ans, des boucles blondes éparses sur un visage pâle, presque bleu. Les yeux fermés. Morte, la peur glaça Johanna. Elle courut, tomba à genoux, toucha la joue de l'enfant d'une main tremblante. Chaude. Elle respirait, faiblement, mais elle respirait. « Et réveille-toi. » Elle la secoua doucement par l'épaule. La fillette gémit, ses paupières frémirent. Ses yeux s'ouvrirent à peine, d'un bleu clair, profond comme le ciel d'été. Pendant un instant, son regard erra dans le vide, puis se fixa sur le visage de Johanna. « T'es qui » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je m'appelle Johanna. J'habite pas loin. » Elle parla vite, retirant son écharpe pour l'envelopper autour de l'enfant. « Et toi, comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Davina, souffla-t-elle. « J'ai froid. »« Attends, bouge pas. » Johanna sortit son plaid du sac et enveloppa la petite fille dedans. « Allez, on va se lever. Ma maison n'est pas loin. Il y fait chaud, j'ai un feu de bois. » Davina essaya de se redresser, mais ses jambes fléchirent aussitôt. Johanna la soutint, passa un bras autour de ses épaules. « Appuie-toi sur moi, ma chérie. On va y aller doucement. » Elles avancèrent lentement à travers la neige. Davina peinait à chaque pas, s'accrochant à Johanna. Plusieurs fois, elles durent s'arrêter pour reprendre leur souffle. Johanna lui frictionnait les mains, lui parlait d'une voix douce, juste pour la rassurer. Les mots comptaient peu, seul le ton, la chaleur, importaient. Ce trajet de 15 minutes dura presque 1 heure. Quand enfin elles atteignirent la maison, Davina tenait à peine debout. « On est arrivé, » dit Johanna en l'aidant à franchir le seuil. La chaleur du feu les enveloppa aussitôt. Johanna installa la fillette tout près de la cheminée, sur un coussin. Elle lui retira sa veste trempée, lui couvrit les épaules d'un grand châle de laine. « Tu vas te réchauffer, » dit-elle en ajoutant une bûche au feu. « Je vais te faire du thé chaud, avec du miel. C'est Marietta qui me l'a donné hier, elle a des abeilles, tu savais ?» Elle parlait sans s'arrêter, plus pour elle-même que pour l'enfant. Il fallait qu'elle couvre sa peur, cette inquiétude qui montait. Une petite fille, seule, perdue dans la forêt en hiver, ça ne pouvait pas être un hasard. Tout en chauffant l'eau, Johanna frotta les mains glacées de Davina jusqu'à leur rendre un peu de vie. Peu à peu, la pâleur disparut, un léger rose revint sur ses joues. « Tiens, bois ça, » dit-elle en lui tendant une tasse fumante. « Fais attention, c'est chaud. » Davina but une gorgée, puis une autre. Ses doigts tremblaient encore, mais ce n'était plus le froid, c'était la peur qui s'échappait, goutte à goutte. « Tu vis ici toute seule ?» demanda-t-elle timidement, en observant la pièce. « Oui » répondit Johanna en souriant. « Mais ma voisine Marietta vient souvent me voir. Et non, personne ne me fait de mal, si c'est ce que tu veux savoir. » Davina reprit une gorgée. Ses joues avaient repris des couleurs, ses mains s'étaient calmées. Et soudain, tout craqua en elle. Elle éclata en sanglots, des pleurs profonds, désespérés, d'enfants effrayés. Les larmes coulaient sans fin, ses épaules secouées de sanglots. Johanna la prit dans ses bras, la serra contre elle comme une mère. Elle la berçait, la caressait dans le dos, murmurant. « Chut, chut, c'est fini maintenant. Tu es en sécurité. » C'était un mélange de tout, la peur, la douleur, le soulagement. Davina pleura jusqu'à n'avoir plus de force. Puis, reniflant, elle s'écarta un peu et murmura. « Pardon, j'ai sali ton pull. » Johanna esquissa un sourire. « Ce n'est rien. Le pull se lavera. L'important, c'est que tu sois en vie. Tu veux me dire ce qui s'est passé ? Comment tu t'es retrouvée dans la forêt ?» Davina inspira profondément et commença à raconter, d'une voix hésitante, entrecoupée. La femme près de l'école d'art. La voiture. Le sac sur la tête. Les hommes qui parlaient d'une dette et d'une rançon. La fuite dans la neige. Le coup de feu. La peur. Et la course, jusqu'à tomber d'épuisement. Johanna écoutait, le cœur serré par la peur et la colère. Comment pouvait-on faire ça à un enfant ?
Des bandits, une rançon, on aurait dit un film, sauf que cette fois, c'était la vraie vie. Et tes parents, demanda-t-elle doucement quand Davina eut fini. Ta maman, ton papa, ils doivent être en train de te chercher. Papa, c'est un criminel. Il est en prison. Je l'ai jamais vu. Davina baissa les yeux. Et maman, elle jouait au casino. Elle a perdu beaucoup d'argent. C'est à cause d'elle qu'ils m'ont enlevé. Johanna resta silencieuse un moment, digérant ces mots. Des dettes de jeu, un enlèvement, c'était grave. Il faudrait la police, une enquête. Tu as d'autres proches, demanda-t-elle enfin. Mon oncle, Cédric. Le visage de Davina s'éclaira. C'est lui qui s'occupe de nous. Il va arranger tout ça, j'en suis sûr. Il arrange toujours tout. Johanna se figea. Ton oncle, comment il s'appelle? Cédric Chabior. Il a sa propre société de transport. Johanna sentit un frisson la traverser. Cédric? Le même Cédric qui l'avait aidé l'été dernier? Celui qui lui avait offert ce toit après qu'elle l'avait sorti du trou dans la forêt. Est-ce que cette petite fille était sa nièce? Ce n'est pas n'importe quelle maison, dit-elle lentement. C'est la maison de ton oncle. Il m'a permis d'y vivre. Davina écarquilla les yeux, bouche bée. Tu connais mon oncle Cédric? Oui, répondit Johanna en hochant la tête. Cet été, je l'ai aidé à sortir d'une fosse dans la forêt. Et lui, il m'a aidé à mon tour. Il m'a donné ce refuge. Ton oncle est quelqu'un de bien. Le meilleur, s'exclama Davina avec un grand sourire, le premier vrai sourire depuis qu'elle était arrivée. Les deux filles se regardèrent, surprises par ce lien inattendu. Une coïncidence? Ou quelque chose de plus grand? Il faut l'appeler, dit Johanna en se levant. Il doit savoir que tu es ici, en sécurité. Mais elle s'interrompit aussitôt. Elle n'avait pas de téléphone. Oui, Cédric avait laissé son numéro sur un bout de papier, accroché au frigo avec un aimant, en cas d'urgence. Mais pour appeler, il faudrait passer par Marietta et tout raconter. Impossible. Si elle contactait la police, il découvrirait sa fuite de l'orphelinat, et elle serait renvoyée là-bas, chez Mademoiselle Gonra. Et si elle amenait Davina directement au commissariat le plus proche, on les séparerait, on les questionnerait, tout deviendrait incontrôlable. Je pense, dit-elle en revenant près du feu, qu'il vaut mieux attendre un peu. Les ravisseurs ont donné 2 semaines à ton oncle, c'est bien ça? Alors on a un peu de temps. Tu es en sécurité ici, au chaud. Et ton oncle Cédric? Davina fronça les sourcils. Il doit être mort d'inquiétude. J'en suis sûr, acquiesça Johanna. Et il viendra sûrement ici. C'est sa maison, après tout. Si demain il n'est pas là, on avisera. D'accord? Davina hocha la tête, confiante, comme une enfant qui s'en remet à un adulte. Johanna sentit un pincement au cœur. Un quel adulte, au fond? Elle-même n'avait que 12 ans, jouant à la grande. Tu dois avoir faim, non? Demanda-t-elle pour changer de sujet. J'ai de la soupe, des pommes de terre, et du miel pour le thé. Je meurs de faim, avoua Davina avec un petit rire, et Johanna éclata de rire à son tour. Elles dressèrent la table et mangèrent ensemble. Peu à peu, la peur se dissipa, remplacée par une chaleur douce, familière. Davina parla de sa vie en ville, de son école d'art, des tableaux qu'elle peignait, de son oncle qu'elle admirait. Johanna écoutait, posait des questions, puis racontait à son tour, prudemment, sans mentionner l'orphelinat, se faisant passer pour une fille vivant seule avec une mère malade. Le soir venu, elles étaient déjà à l'aise l'une avec l'autre. Davina aida Johanna à préparer le dîner, rit de sa maladresse à fendre le bois, lui montra quelques dessins qu'elle gardait dans son sac, les crayons et le carnet que les kidnappeurs n'avaient pas pris. Tu sais, dit Davina en s'installant près du feu après le repas, je t'aime bien. T'es comme une grande sœur. J'en ai jamais eu. Moi non plus, répondit Johanna avec un sourire, sentant une chaleur nouvelle lui envahir la poitrine. Alors, on devient sœur, lança Davina avec cette spontanéité d'enfant qui désarme tout. Tu veux bien? Johanna hocha la tête. D'accord. Dehors, la neige tombait doucement, effaçant les traces, recouvrant le monde d'un silence apaisant. Dans la petite maison, le feu crépitait, projetant sur les murs des reflets dorés. 2 âmes perdues venaient de se trouver. Et aucune ne voulait perdre l'autre. 2 filles près d'un feu, 2 destins étrangement liés. L'une avait perdu sa mère, l'autre s'était presque perdue elle-même dans les tourments du monde. Toutes 2 connaissaient la peur. Toutes 2 savaient encore espérer. Et dehors, la neige continuait de tomber, effaçant le passé, enveloppant leurs secrets. Comme si l'hiver lui-même voulait les protéger, leur offrir une pause, une chance de recommencer. Le 11 février se leva sous un ciel incroyablement clair. Le soleil, reflété par la neige, donnait l'illusion de chaleur malgré le froid mordant. La voiture de Cédric avançait lentement sur la route enneigée menant à Steinbach. Autour, des champs immaculés à perte de vue, ponctués de petits îlots de forêt sombre. Ses mains crispées sur le volant, les mâchoires serrées, Cédric roulait en silence. Les derniers jours s'étaient fondus en un cauchemar continu, nuits blanches, appels incessants, négociations pour vendre son entreprise, réunions avec les créanciers. Il avait presque tout réuni. Il lui restait 2 jours avant la date limite. 2 jours avant qu'il ne rende Davina. Si elle est encore en vie. Cette pensée, il la chassait aussitôt. Pas maintenant. Il devait tenir, pour lui, pour Anaïs.
À côté de lui, Anaïs regardait dehors, muette. Pâle, creusée, elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ses lèvres remuaient sans bruit une prière. Elle n'avait jamais été croyante, mais quand le sol s'effondre sous les pieds, on s'accroche à tout ce qu'on peut. On y est presque, dit enfin Cédric, brisant le silence. Anaïs ne répondit pas, se contentant d'un léger signe de tête sans tourner la tête. Le silence entre eux était lourd, saturé de reproches muets et de douleur. Cédric n'avait plus la force de l'accuser, elle se punissait elle-même bien plus sévèrement qu'il ne l'aurait jamais pu. Mais même la compassion avait fini par s'épuiser. Il lui avait trop souvent pardonné, donné trop de secondes chances. « Je ne sais pas comment je vais expliquer tout ça à Johanna, murmura-t-il enfin. Anaïs tourna lentement la tête vers lui. « La petite ? Celle de l'orphelinat ?»« Oui, répondit Cédric. Comment dire à une enfant que tu as recueillie il y a 6 mois, je suis désolé, mais ma famille passe avant tout. On n'a pas le choix. On a besoin de cette maison, au moins pour un temps. » « Et elle, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» demanda Anaïs, et pour la première fois depuis des jours, sa voix retrouva une once d'intérêt. « Je ne sais pas, répondit Cédric en secouant la tête. Je trouverai une solution. J'ai encore quelques contacts, même après la vente de l'entreprise. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle retourne à l'orphelinat. Là-bas, ils l'ont brisée. » Ils se turent à nouveau, chacun perdu dans ses pensées. La route serpentait entre les collines enneigées, les rapprochant peu à peu de ce lieu censé devenir leur refuge après avoir réglé leurs dettes. En entrant dans Steinbach, Cédric sentit tout de suite que quelque chose avait changé. Le village, presque désert en été, semblait désormais bien vivant. De la fumée s'élevait des cheminées, les chemins étaient déneigés, et dans une cour, du linge séché au vent glacé. Il gara la voiture devant la vieille maison de leur grand-père. La neige avait été soigneusement dégagée, le sentier jusqu'au perron recouvert de cendres. Quelqu'un s'en occupait, c'était évident. « Allez, viens, dit Cédric en coupant le moteur. Ça te fera du bien de bouger un peu. Et il vaut mieux qu'on parle à deux. » Anaïs hocha la tête, enfila ses moufles, et ils s'avancèrent jusqu'à la porte. Cédric frappa, fermement, mais sans brutalité. Silence. Il frappa une deuxième fois, un peu plus fort. Des pas se firent entendre derrière la porte, mais personne n'ouvrit tout de suite. « Johanna, appela-t-il. C'est moi, Cédric. Tu te souviens ?» Un déclic de serrure, puis la porte s'ouvrit lentement. Johanna apparut sur le seuil, un peu plus grande qu'il ne se souvenait, mais toujours la même. Ses cheveux sombres étaient tressés, ses yeux gris prudents mais calmes. Elle portait un gros pull tricoté, sûrement fait de ses mains. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce. Cédric voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. Car derrière elle, il vit une autre petite fille, blonde, aux boucles emmêlées, les yeux d'un bleu limpide. Ses yeux qu'il connaissait par cœur. Davina. Son cœur s'arrêta. L'air manqua. À côté de lui, Anaïs laissa échapper un son étrange, un sanglot ou un cri, il ne sut pas. Davina passa la tête derrière Johanna, et son visage s'illumina. « Tonton Cédric. Maman. » cria-t-elle. Anaïs, incrédule, tomba à genoux dans la neige, les bras tendus. « Davina. Ma chérie. » Davina bondit vers elle, manquant de renverser Johanna, et l'instant d'après, elles étaient enlacées, pleurant à chaudes larmes, serrées l'une contre l'autre comme si on allait les séparer encore une fois. Cédric resta figé, incapable de bouger. La scène semblait irréelle. Une partie de lui refusait d'y croire, tandis qu'une autre enregistrait chaque détail. Les épaules tremblantes de sa sœur, la tête de Davina nichée contre son cou, la neige qui tombait doucement sur leurs cheveux. Son regard se posa sur Johanna. Elle observait la scène avec un sourire mêlant soulagement et mélancolie. « Je l'ai trouvée dans la forêt, » dit-elle doucement, croisant ses yeux. « Il y a 3 jours. Elle était en train de geler. Je ne savais pas comment vous contacter. » Cédric fit un pas, puis un autre. Il s'agenouilla près d'Anaïs et de Davina, les prit toutes deux dans ses bras, les serra contre lui. Les larmes leur montèrent aux yeux, et pour la première fois depuis des semaines, il ne chercha pas à les retenir. Puis il se releva, s'approcha de Johanna et la serra à son tour dans ses bras, avec la tendresse d'un père. Elle resta figée un instant, surprise, puis se laissa aller contre lui. Un sanglot s'échappa de sa gorge, brut et sincère, le premier depuis des mois, celui d'une enfant qui cessait enfin de jouer les fortes. « Merci, » murmura Cédric en caressant ses cheveux. « Merci, Johanna. Tu as sauvé ma famille. 2 fois. Tu m'as sauvé 2 fois. » Le cercle était bouclé. L'été dernier, elle l'avait sorti d'un trou. Aujourd'hui, elle avait arraché sa nièce aux griffes glacées de la mort. Était-ce une simple coïncidence ? Ou bien le destin qui liait leur vie d'un fil invisible ? À l'intérieur, la chaleur du feu les enveloppait. Le poêle ronflait doucement, répandant une odeur de bois de bouleau. Tous 4 étaient assis autour de la table recouverte d'une nappe tricotée. Davina, installée entre sa mère et son oncle, les touchait tour à tour, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien réels. Devant eux, des tasses de thé fumant. Johanna avait préparé une infusion de plantes séchées à l'automne, selon les conseils de Marietta, menthe, origan, millepertuis, des senteurs d'enfance pour Cédric, des souvenirs de ce même foyer, du temps où leur grand-mère était encore là.
Raconte-nous tout, ma puce, dit Cédric doucement en entourant Davina d'un bras. Comment c'est arrivé? Comment tu t'es retrouvé ici? Davina prit une grande inspiration et se lança. Elle parla de la femme à la sortie de son école d'art, de la voiture, du sac sur la tête, des hommes et de la peur, de la fuite dans la neige, du coup de feu. Anaïs sursauta à ce mot, resserrant son étreinte, puis de sa course désespérée à travers la forêt, jusqu'à tomber d'épuisement. Et puis Johanna est venue, termina-t-elle avec un sourire tendre. Elle m'a trouvée, m'a couverte avec son plaid, m'a ramenée ici. Elle m'a nourrie, m'a donné du thé au miel. Et on est devenus comme des sœurs, hein, Johanna? Johanna sourit et hocha la tête, mais Cédric remarqua la tension dans ses épaules. Elle avait peur. Peur que ce bonheur soudain ne se transforme en malheur pour elle, qu'on lui retire ce toit qu'elle appelait maison. Pendant que Davina racontait son histoire, le visage de Cédric changeait sans cesse, de soulagement à colère, de colère à une détermination froide. Quand la fille eut fini, il sortit son téléphone. « J'appelle la police », annonça-t-il d'un ton ferme. « Ce n'est plus une affaire de dette ou de menace. C'est un enlèvement d'enfant, c'est... » Il jeta un regard vers les filles et s'interrompit, incapable de prononcer à voix haute ce qu'ils avaient sans doute prévu de faire à Davina si elle n'avait pas réussi à s'échapper. Pendant qu'il composait le numéro, Anaïs serrait sa fille contre elle, lui murmurant des excuses à l'oreille. Davina, de ses petites mains, caressait les cheveux de sa mère pour la calmer, un enfant consolant un adulte. Une image si bouleversante, si injuste. « Police !» Cédric redressa les épaules, la voix claire et posée. « Ici Cédric Chabior. Je veux signaler l'enlèvement d'un enfant. Ma nièce, Davina Chabior, 9 ans, a été enlevée le 6 février. Oui, elle est maintenant avec nous, saine et sauve. Non, nous n'avons pas eu besoin d'hôpital, son état est stable. » Il expliqua brièvement la situation, sans évoquer les dettes d'Anaïs, mais mentionna le nom